Afin de lutter contre le réchauffement climatique, les pays passent de plus en plus des énergies fossiles au tout électrique. Face à ces besoins, il est alors nécessaire de stocker l'énergie dans des batteries. Les applications vont alors des petits appareils électroniques, comme la télécommande ou le smartphone, à des appareils plus gourmands en énergie, comme la voiture par exemple. Vous pourriez penser qu'il suffit d'appliquer la même technologie de batterie sur tous les composants en augmentant simplement la quantité de piles à utiliser, mais c'est plus compliqué que ça. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce qui se cache à l'intérieur, voir les technologies d'avenir et surtout si elles sont recyclables. Restez jusqu'à la fin notamment pour cette partie. Nous verrons également les risques que certaines technologies présentent et pourquoi certaines batteries explosent et d'autres non. Alors, batterie, le stockage d'énergie du futur, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Une batterie est généralement composée de 3 éléments essentiels. 2 électrodes, l'anode et la cathode, et un électrolyte. L'anode est l'électrode où a lieu l'oxydation et est souvent assimilée à la borne moins. La cathode, quant à elle, est là où a lieu la réduction et est souvent assimilée à la borne plus. L'électrolyte sert à faire passer les électrons de l'anode à la cathode via les ions présents dans sa solution. Avec le développement des voitures hybrides et électriques, les besoins en batterie augmentent. Le stockage stationnaire permettant le stockage des sources d'énergie intermittentes, comme le solaire ou l'éolien, est également en expansion. Les technologies des batteries n'ont cessé d'évoluer avec le temps, allant de la batterie au plomb à la batterie au lithium, en passant par des batteries comme celles au NiCd et NiMH également. L'Asie est le premier fabricant des batteries. Il existe par ailleurs 3 formats principaux pour les batteries: la pile cylindrique, l'accumulateur prismatique et le polymère. Les 2 propriétés à connaître sur les batteries sont la tension, elle est exprimée en volts. Par exemple, pour les panneaux solaires, elle est de 12 volts pour les petites batteries. Et la capacité, elle est exprimée en ampères-heure et on peut augmenter cette propriété en montant plusieurs batteries en parallèle. On peut connaître la puissance totale emmagasinée en multipliant la tension par la capacité. Cette puissance est alors exprimée en kilowattheures. Il y a également la densité d'énergie de la batterie qui correspond à sa capacité par unité de volume. Elle est alors exprimée en wattheures par litre. On peut chercher à avoir une valeur élevée lorsque l'on cherche à avoir le plus d'énergie possible dans un volume restreint, comme les smartphones par exemple. Une caractéristique similaire est l'énergie spécifique, qui est une densité gravimétrique particulière. Elle est exprimée en wattheures par kilogramme. On cherche à avoir la valeur la plus élevée pour que la batterie soit la plus légère possible pour une capacité donnée. Le cycle de vie correspond également au nombre de recharges-décharges possibles avant que la batterie n'ait plus que 80% de sa capacité de stockage de disponible à pleine recharge. Les batteries sont classées en 2 grandes catégories: les batteries primaires et les batteries secondaires. Celles-ci seront classées en fonction de leur utilisation, mais aussi de leurs caractéristiques. Concernant les batteries primaires, ce sont les piles non rechargeables que l'on achète dans la vie de tous les jours. Une fois la pile vidée, elle doit être jetée ou bien recyclée. Les batteries primaires sont essentiellement des piles alcalines. Elles sont utilisées pour les appareils du quotidien, comme les radios par exemple. Les batteries secondaires sont quant à elles des piles rechargeables. Les réactions chimiques impliquées permettent la réversibilité de la réaction. Elles ont l'avantage d'avoir une durée de vie plus longue. Elles sont destinées à des appareils qui vont consommer plus d'énergie que ceux en mesure de fonctionner avec de simples piles. Il est également possible que la batterie soit composée de plusieurs batteries secondaires afin de cumuler l'énergie fournie, sur une voiture électrique par exemple. Les batteries secondaires sont également plus chères. Concernant l'effet de mémoire des batteries, les batteries lithium-ion ne sont pas affectées par cet effet. Cela correspond au phénomène qui altère les performances de la batterie en cas de décharge partielle avant de la recharger. La pile se souvient alors de la période de charge plus courte et cela réduit la durée de charge possible pour les futurs cycles de charge-décharge. Toutefois, seules certaines piles souffrent de cet effet. Concernant l'autodécharge et la décharge profonde, il faut savoir qu'avec le temps, les batteries vont se décharger progressivement. Cette autodécharge est alors mesurée en pourcentage de charge perdue par mois. Une batterie est également en décharge profonde lorsque ses cellules ont une tension inférieure au seuil critique de fonctionnement indiqué par le constructeur. On peut voir une batterie dans cet état notamment lorsque la batterie est stockée pendant longtemps à un faible niveau de charge ou lorsque la batterie est complètement déchargée. Cela peut être un problème pour certains types de batteries. Pour d'autres en revanche, cela peut être nécessaire, pour les batteries NiMH par exemple. Ce type de décharge provoque une détérioration permanente des cellules de la batterie, altérant sa durée de vie.
La décharge profonde peut également être un facteur aggravant pour les risques d'incendie pour la recharge ensuite. Le système de gestion de batterie peut également empêcher la recharge de la batterie pour des raisons de sécurité. Il faut alors appeler un technicien pour charger la batterie ou la changer. Il existe des chargeurs externes permettant de recharger la batterie dans cet état de façon plus progressive, avec un ampérage plus faible avant de repasser au chargeur habituel. Le système BMS, pour Battery Management System, permet d'équilibrer la batterie, notamment celle au lithium. Il permet de la faire fonctionner dans des conditions optimales, et cela permet de gérer la sécurité et l'autonomie de celle-ci. En plus de l'équilibrage, le BMS permet de mesurer en temps réel des informations sur la batterie, comme sa température interne et les tensions de chaque cellule qui la compose. Le système adaptera alors la charge, la décharge ou la période d'inactivité. Pour les véhicules électriques, le BMS peut remonter au système embarqué des informations comme le niveau de charge de la batterie ou le nombre de cycles de vie et d'ampères-heure déjà fournis. Il permet également d'indiquer si certaines fonctionnalités du véhicule doivent être désactivées, en cas de température trop élevée de la batterie par exemple. C'est le BMS qui est responsable de la courbe de charge de la batterie et qui va indiquer au chargeur quelle intensité et quelle tension fournir. Mais c'est en revanche plus rare pour la tension. Par exemple, les batteries au lithium sont composées de plusieurs cellules. Or, elles ne sont pas rigoureusement identiques. Avec le temps, ces différences vont avoir un impact sur l'efficacité de la batterie. Le rôle du BMS est alors d'ajuster le courant fourni à chaque cellule afin que l'énergie fournie dans la batterie soit la même dans chaque cellule. Il réalise cela en appliquant une résistance aux cellules ayant la charge la plus élevée, afin de donner plus de temps aux cellules en retard dans le chargement. S'il ne faisait pas ça, la cellule la plus chargée limiterait la charge et la cellule la plus déchargée limiterait la décharge. Cette vidéo est sponsorisée par Mel Science. Mel Science est une offre par abonnement pour faire découvrir les sciences aux enfants. Chaque mois, un nouveau kit vous est livré pour découvrir de nouvelles choses dans les sciences. En fonction du pays, plusieurs domaines existent, notamment le STEM pour les enfants de 5 à 10 ans, la physique pour les enfants de 8 à 14 ans et la chimie pour ceux compris entre 10 à 16 ans. Il est également possible de prendre un abonnement à l'année afin de bénéficier d'une remise de 15%. Avec chaque souscription, vous aurez 2 à 3 nouvelles expériences à tester. Mel Science est présent dans plus de 40 pays à travers le monde et l'offre reste plutôt abordable. Vous pourrez ainsi partager une expérience unique avec votre enfant et partager votre amour des sciences. Vous pouvez également offrir un kit en cadeau à une connaissance, pour son anniversaire par exemple. Avec votre premier kit, vous recevrez également un équipement VR. En le combinant avec l'application Mel Science, vous pouvez profiter pleinement des expériences qui fournissent chacun un code VR. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur le premier mois en rentrant le code de réduction, ce qui vous permettra de tester le kit en toute tranquillité. Vous pouvez annuler ou mettre en pause votre abonnement à tout moment sur leur site, donc il n'y a rien qui vous retient de tester ce kit. La batterie au plomb est la batterie du passé. Elle est apparue au milieu du 19e siècle. La batterie est composée d'un mélange plomb-acide et n'a que peu d'effet mémoire. Elle a également une bonne durée de vie. La cathode était faite en PbO2 et l'anode en plomb. L'électrolyte était quant à lui composé d'acide sulfurique H2SO4. Ce type de batterie a cependant une faible densité énergétique et n'aime pas les charges partielles. Sa puissance diminue également par temps froid. Elle est utilisée pour les véhicules diesel et essence. Parmi les batteries au plomb, on va avoir la batterie AGM pour Absorbent Glass Mat. Ce type de batterie peut être utilisé encore dans les batteries de secours en raison de son faible coût et de sa longue durée de vie. L'AQ-NiCd. La cathode est composée de nickel et l'anode de cadmium. L'électrolyte est quant à lui composé d'hydroxyde de potassium, KOH. Afin d'avoir une densité énergétique élevée, la cathode et l'anode sont réalisées sous forme de plaques. Celles-ci sont ensuite enroulées l'une sur l'autre et isolées de l'autre par l'électrolyte, servant de séparateur. Cette technologie existe depuis le début du XXe siècle, voire même un peu avant, mais sa toxicité fait qu'elle a été retirée des produits destinés au grand public. Le cadmium est en effet un produit toxique. Elle a eu son moment de gloire dans les années 90 notamment. Ce type d'accumulateur a également un effet mémoire, comme pour l'accumulateur NiMH. Afin de pallier à cet effet, il faut décharger complètement l'accumulateur régulièrement. Ce type d'accumulateur a en revanche une bonne durée de vie. Son nombre de cycles de charge dépasse les 1000. Son énergie spécifique est en revanche plus faible que le NiMH et la batterie au lithium. Parmi ses qualités, on aura sa fiabilité, sa bonne résistance aux hautes températures
et sa capacité à délivrer un courant élevé. Ce type d'accumulateur est en passe d'être dépassé par la technologie lithium-ion cependant. L'Europe a acté une interdiction du cadmium dans les batteries et accumulateurs à partir du 31 décembre 2016. Le composé n'est ainsi autorisé que dans les alarmes et les équipements médicaux. La batterie NiMH, l'AQNiMH. Ce type de batterie est de l'ancienne génération et a commencé à être vendu dans les années 90. Leur capacité est souvent meilleure que celle des piles NiCd. L'électrolyte est également composé essentiellement d'hydroxyde de potassium, soit KOH. Ce sont les ions hydroxydes qui permettent de faire circuler le courant entre les deux électrodes. L'effet mémoire est moins élevé que dans les batteries NiCd. Ce type de batterie est également une alternative aux piles alcalines rechargeables des années 90 et a bien prospéré dans les années 2000. Le problème de ce type de batterie est que la perte de charge est importante. Il est ainsi possible de perdre 20% de sa charge en une journée, puis moins le reste du temps. Après un an, la batterie a ainsi perdu potentiellement 50% de sa charge. Leur puissance est également limitée à basse température, et l'anode peut également avoir des terres rares dedans, ce qui la rend plus chère. Ainsi, son coût de production est plus élevé que pour les deux autres types de batteries, que sont la batterie lithium-ion et NiCd, et leur durée de vie est également moins importante. L'avantage de ce type de batterie est qu'elle peut relâcher une forte puissance via un fort courant en cas de besoin. Cela peut être utile pour les appareils photo par exemple. La pile NiMH bouton. Ce type de pile fonctionne de la même façon que l'accumulateur NiMH. Il a une large gamme de températures de fonctionnement et peut être utilisé comme batterie de secours en cas de coupure de courant. Cette batterie peut également être utilisée pour alimenter les petits matériels électroniques de la vie de tous les jours, comme les télécommandes, les calculatrices par exemple. Et ce type de pile est de plus en plus utilisé dans l'informatique et l'automobile. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives. La batterie lithium cobalt oxyde. C'est le type de batterie au lithium le plus ancien. Elles étaient utilisées pour les appareils électroniques et dans la cathode on peut retrouver de l'oxyde de cobalt et dans l'anode du graphite de carbone. L'énergie spécifique est élevée et cette batterie est adaptée pour les batteries de petite ou moyenne taille. Cependant, ce type de batterie dure pour le moment moins bien dans le temps. Comme elles ont du cobalt, qui est un composé cher et présent dans des pays aux méthodes controversées pour l'extraction du métal, les industriels cherchent pour une partie à s'en passer. La batterie lithium-ion. Beaucoup de batteries fonctionnent de nos jours avec la technologie lithium-ion. Elle a l'avantage de combiner une grande densité énergétique et une durée de vie plutôt longue. La batterie lithium-ion a également une faible autodécharge dans le temps. La batterie lithium-ion n'a également pas d'effet mémoire et ne requiert pas de décharge complète régulière. Il faut bien faire la différence entre les batteries au lithium, donc utilisant le métal lithium, et les batteries au lithium-ion, dont l'anode est en graphite et la cathode est en matériau actif, composé d'oxyde métallique. Les batteries au lithium-ion possèdent un séparateur composé d'un électrolyte liquide à base de sel de lithium dans un solvant organique. Les ions lithium vont alors s'échanger entre la cathode et l'anode pour transférer le courant. Les Tesla sont composés de batteries lithium-ion notamment. Et une batterie lithium-ion a une durée de vie comprise entre 500 et 1000 cycles de charge-décharge. On peut même voir sur certains sites de fabricants jusqu'à 6000 cycles, soit environ 15 ans. Une batterie lithium-ion perd environ 20% de son autonomie après 250 cycles. C'est le type de batterie au lithium qui est le moins stable. Ceci à cause du risque d'explosion ou d'enflammement en cas de surcharge, de forte chaleur ou de choc ou d'exposition du lithium à l'air libre. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu une de ces vidéos passées où l'on voit un objet avec une batterie au lithium et qui prend subitement feu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les compagnies aériennes interdisent les batteries externes dans les bagages en soute. On voit son utilisation notamment dans les véhicules électriques et dans les appareils électroniques. L'anode est en général en graphite. L'électrolyte est quant à lui composé d'une solution organique à base de sel de lithium comme LiPF6. La batterie lithium polymère. Dans la batterie lithium polymère, l'électrolyte est sous forme de gel. Celui-ci remplace le solvant et les sels de lithium liquide. L'avantage de ce type d'électrolyte est qu'il peut être conducteur à température ambiante. La plupart de ce type d'électrolyte sont à base de cobalt. La composition des anodes et des cathodes reste cependant la même que celle des batteries lithium-ion. Et les cycles de charge et décharge sont les mêmes.
L'avantage de fonctionner à température ambiante est qu'il n'y a pas besoin de coque rigide comme pour les batteries à lithium-ion, qui doivent en effet s'assurer que le conteneur puisse résister à l'augmentation de la pression due à l'augmentation de température pour son fonctionnement. Cela permet de réduire le poids de la batterie. Un autre avantage de l'électrolyte en forme de polymère est que l'on peut éviter la formation de dendrites dans le cas où l'anode est en lithium métal. La batterie lithium-manganèse oxyde. Cette batterie se comporte de façon similaire aux batteries LCO et sont utilisées dans les outils électriques. Leur avantage est qu'elles peuvent fournir beaucoup d'énergie en peu de temps. La cathode est en oxyde de manganèse et l'anode en graphite. On peut les voir par exemple dans les vélos électriques, les équipements médicaux, mais aussi dans tout ce qui est outillage type perceuse. La batterie lithium fer phosphate ou LFP. La batterie LFP est composée d'un composé LiFePO4 pour la cathode. La densité énergétique est plus faible que la batterie à lithium-ion. Il est possible de faire des charges partielles ou complètes sans que cela affecte la batterie. Ce type de batterie supporte également des intensités élevées, ce qui permet d'avoir une bonne capacité tout en se rechargeant rapidement. C'est le composé au lithium le plus stable et le plus sécurisé. Cette technologie permet également le plus grand nombre de cycles de charge-décharge. Sa durée de vie est ainsi plus grande que celle des autres batteries. L'avantage de ce type de batterie est qu'il n'y a pas de métaux sensibles aux pénuries ou à la volatilité des prix comme le cobalt ou le nickel. Le risque d'incendie est également plus faible. La sécurité s'en retrouve alors renforcée. Les batteries LFP sont apparues vers 2007. Leur cycle de vie peut dépasser les 3500 cycles de recharge-décharge. Elles sont souvent utilisées dans des applications militaires et industrielles en raison de leur résistance aux fortes températures et à leur performance élevée dans toutes conditions. On peut les retrouver par exemple dans la robotique, la logistique ou la construction. Un des avantages de cette batterie est qu'il n'y a pas de cobalt dedans. On peut les voir notamment dans les véhicules électriques et l'AIE prévoit que ce sera le type de batterie utilisé à l'avenir dans l'Europe et aux États-Unis, comme c'est le cas pour la Chine. En 2022, plus de 50% des Tesla sont équipés de batteries LFP. On peut retrouver ce type de batterie dans les Tesla donc, ou certains modèles de BYD ou de Volkswagen. La batterie lithium-ion ternaire ou NMC. Ce sont les batteries connues aussi sous le nom de NMC pour nickel, manganèse et cobalt. Ces batteries peuvent être utilisées dans les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques grâce à leur forte densité d'énergie. L'énergie spécifique peut y être élevée. Il est alors possible de stocker beaucoup d'énergie dans un faible volume de batterie. Les trois chiffres qui suivent le nom NMC indiquent la proportion relative de nickel, manganèse et de cobalt. Par exemple, pour NMC 111, on aura un tiers de nickel, un tiers de manganèse et un tiers de cobalt. Pour du NMC 811, on aura 80% de nickel, 10% de manganèse et 10% de cobalt. Et les NMC 811 sont les plus récentes et les plus courantes sont les 622. La batterie lithium-NCA pour nickel, cobalt, aluminium. Elles sont aussi utilisées dans le secteur automobile et elles ont une densité énergétique élevée. Elle est cependant chère à produire et est sensible aux températures élevées. Cela rend plus difficile la recharge rapide. La batterie lithium-soufre. La densité massique de ce type de batterie est élevée, ce qui permet d'avoir une batterie plus légère. Ce type de batterie reste cependant encore à l'état de prototype. Sa conductivité est faible et les ions circulent ainsi moins dans la batterie. Celle-ci est également plus instable et la cathode peut se dégrader, ce qui fait que sa durée de vie est plus faible. Ce type de batterie est composé d'une anode en lithium et d'une cathode au soufre. L'avantage du soufre est qu'il est plus abondant et donc moins cher. La batterie lithium-métal. L'anode est cette fois-ci en lithium au lieu de graphite. Et l'avantage de ce type de batterie est d'avoir une forte densité d'énergie. L'autonomie s'en retrouve ainsi améliorée. En revanche, il y a un risque de voir se former des dendrites au niveau de l'anode. Le lithium peut alors s'accumuler sur la même zone de l'anode et former un pic de métal. Celui-ci risque alors à terme de percer la membrane de séparation entre l'anode et la cathode, voire de rentrer en contact avec la cathode, créant ainsi un court-circuit. Et la batterie peut alors prendre feu. Ce type de batterie peut être rechargé plus rapidement. L'utilisation d'un électrolyte solide à base de polymère peut réduire l'expansion de la dendrite. Il peut être un mélange de polymères, par exemple de polyoxyde d'éthylène ou POE, mêlé d'un deuxième polymère
comme le copolymère du polyfluorure de vinylidène, ou PVDF. Cependant, ce type d'électrolyte nécessite des températures de fonctionnement plus élevées que les températures traditionnelles, entre 70 et 100 degrés à peu près. Il faut alors utiliser une partie de l'énergie stockée afin de maintenir cette température. La batterie lithium-air. L'anode est en lithium métallique et la cathode est à base de carbone et est poreuse. Elle forme une nanogrille qui est censée réagir avec l'oxygène présent dans l'air pour former lors de la phase de décharge du Li2O2 ou du LiOH en fonction de si l'électrolyte est aqueux ou non. Le rendement énergétique est censé être important et être proche de celui des hydrocarbures. Le problème est qu'il y a des sous-produits formés lors de son fonctionnement qui vont réduire l'efficacité progressivement de la batterie en bloquant le mouvement des électrons. L'air doit également être pur dans l'idéal, ce qui est rarement le cas. Il faut alors équiper la batterie d'un filtre en amont. Lors de la décharge, l'électrolyte va transporter les ions Li+, de l'anode métallique vers la cathode en carbone. Ces ions vont alors réagir avec l'air ambiant. Le plus grand atout de ce type de batterie est sa densité énergétique. Elle pourrait être jusqu'à 20 fois supérieure à une batterie lithium-ion traditionnelle. En revanche, sa durée de vie est faible. Cela peut s'expliquer par le fait que lorsque l'on décharge fortement la batterie, il y a peu d'oxygène autour de la cathode, entraînant la formation d'oxyde de lithium de façon irréversible qui va se fixer sur le carbone de la cathode et boucher les pores. Cela va alors empêcher la réaction de s'effectuer et le lithium est par ailleurs très réactif avec l'eau. Or l'air contient en général de l'humidité qui va réagir en parallèle avec l'anode. Il en va de même si l'électrolyte est liquide et à base d'eau. Il est estimé que ce type de batterie pourrait être commercialisé dans les années 2030. La batterie ZNNI ou ZNR. Ces batteries sont en cours de développement pour concurrencer les modèles au lithium. Elles ont l'avantage de demander moins d'énergie dans la phase de leur production. La batterie tout solide. Le concept reste à l'état de prototype pour le moment. L'idée serait de remplacer l'électrolyte liquide dans les batteries par un électrolyte solide à base de polymère plastique, de poudre inorganique ou bien une combinaison des deux. Les avantages pourraient être nombreux, comme améliorer la densité d'énergie de la batterie ou améliorer sa stabilité. On a pu voir un exemple avec la batterie lithium métallique par exemple. La batterie sodium-ion. L'avantage de ce composé est que le sodium est présent en abondance sur notre planète, 1000 fois plus que le lithium. De plus, le sodium se situe dans la même colonne du tableau périodique et fait donc partie de la même famille de composés chimiques. Or, les propriétés sont souvent similaires avec des autres éléments de la même famille. Cela peut être le cas aussi par exemple pour des composés comme le carbone et le silicium. Les ions sodium vont aller de la cathode à l'anode. L'anode est en général en graphite et la cathode est un matériau pouvant accepter des ions sodium, souvent à base de phosphate. Sa durée de vie est cependant plus faible que la batterie au lithium-ion et il en va de même pour sa tension nominale. Sa densité énergétique et son taux de recharge sont cependant proches de ceux des batteries au lithium-ion. On peut retrouver ce type de batterie dans le stockage d'énergie renouvelable. Pour la batterie sodium-soufre, cependant, le fonctionnement nécessite une température de 300 degrés Celsius pour fonctionner, ce qui diminue le rendement. L'objectif est ainsi d'avoir des batteries au sodium fonctionnant à température ambiante. Ce type de batterie est également sécurisé car il n'y a pas de risque d'inflammation comme pour les batteries au lithium. Sa plage de température est également large, pouvant aller de moins 20 degrés Celsius à plus 60 degrés Celsius, alors que pour le lithium ce sera plutôt entre 0 degrés Celsius et plus 50 degrés Celsius. Ce type de batterie a donc un intérêt par rapport aux batteries au lithium lorsque l'on préfère de faibles coûts de fabrication par rapport à de bonnes performances. C'est pourquoi le chargement stationnaire est un domaine d'application intéressant pour ce type de batterie. CATL a ainsi voulu remettre cette technologie sur le devant de la scène en proposant de faire un mélange de batteries au sodium et au lithium et de gérer les deux via un BMS. La batterie redox vanadium. Ce type de batterie a pour vocation à être utilisé pour le stockage des énergies renouvelables et provenant du réseau. Les ions vanadium présents dans les électrolytes sont dans différents états d'oxydation. Ce type de batterie peut tenir jusqu'à 20 000 cycles de charge-décharge et peut se décharger complètement sans être détériorée. La densité énergétique est cependant inférieure à celle des batteries solides. Concernant le recyclage des batteries, l'Europe a mis en place une directive sur leur recyclage et considère que c'est au producteur de la batterie de mettre en place les moyens pour la recycler. Cela va des moyens pour récupérer la batterie à son recyclage en lui-même
éventuellement via un partenariat avec une entreprise spécialisée. Et la législation européenne demande ainsi que de plus en plus de ces métaux et terres rares recyclés soient incorporés dans les produits neufs. Elle va ainsi également s'assurer de l'efficacité de ces procédés de recyclage. Ainsi, en 2027, l'efficacité devra être de 90% pour le cobalt et de 50% pour le lithium, et respectivement de 95% pour le cobalt et 80% pour le lithium en 2031. Par exemple, les batteries de véhicules électriques peuvent être composées de plastique, de solvants, de composants électroniques, de métaux et de terres rares. Le recyclage permet d'éviter notamment d'avoir à produire ou extraire de nouveau ces matériaux. Afin de séparer les différents éléments, les sociétés de recyclage, comme Veolia par exemple, vont utiliser des procédés comme l'hydrométallurgie et la pyrométallurgie. Pour l'hydrométallurgie, cela se fera via la lixiviation des métaux à partir de solutions aqueuses à base d'acide. Pour la pyrométallurgie, cela se fera via la calcination et la fusion afin de séparer et purifier les métaux présents dans la masse noire. La masse noire est une poudre issue du concassage des anodes et des cathodes, et l'entreprise va ensuite réaliser un affinage afin de purifier les métaux obtenus afin de les réutiliser dans de nouveaux produits. Les résidus restants sont ensuite mis en fût et sont stockés dans des sites d'enfouissement spécialisés. Les constructeurs automobiles doivent remplacer la batterie lorsque ses capacités sont inférieures à 70%, soit pour une utilisation de 8 à 10 ans. Les batteries peuvent alors avoir une deuxième vie et être réutilisées dans des usages moins intensifs dans le cas des véhicules électriques par exemple. Elles peuvent alors être utilisées comme unité de stockage secondaire. Pour améliorer la traçabilité des batteries, il est prévu de les équiper d'un passeport sous forme de QR code. Grâce à ce lien, il sera possible de consulter les informations détaillées de la vie de la batterie et de sa composition. Dans cette vidéo, nous avons pu voir qu'il existait une multitude de batteries. Certaines batteries, comme celles au plomb ou au cadmium, sont des technologies du passé, alors que d'autres, comme celles au lithium ou au sodium par exemple, sont en pleine expansion. L'amélioration de la batterie en elle-même ne suffit pas à avoir des performances optimales. C'est pourquoi il a fallu ajouter un BMS pour gérer correctement les périodes de charge et de décharge. Bien que la batterie au lithium-ion soit la plus populaire actuellement, rien ne dit que ce sera cette technologie qui sera le plus utilisée dans les décennies à venir. Enfin, afin de pallier à la pollution de l'extraction de ces métaux, les pays développent actuellement des filières de recyclage afin de permettre d'avoir des batteries moins chères sans risque de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous écoutez l'émission en podcast sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser une bonne note. Je rappelle également qu'il y a la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire pour avoir des news sur l'écologie. Le lien est dans la description. Et je vous dis en tout cas à une prochaine pour une autre vidéo.